on a une télécommande comme ça. Au moment où vous parlez, vous pouvez faire défiler. Donc c'est par là pour avancer et par là pour reculer. Voilà. Alors, ouais, que Thomas va se mettre là. Si tu pouvais le mettre au milieu. Rebonjour, on va démarrer l'avant-dernière table ronde de cet après-midi. Ces deux tables rondes-là, d'ailleurs, seront suivies à 18h d'une performance dans cette salle, une fiction que je vous conseille de rester pour regarder. Là, on va commencer donc, cette table ronde avec comme modérateur Thomas Delage. Donc, vous êtes chef du service mobilisation des citoyens pour la diversité à l'OFB. À l'OFB, donc, qui est l'Office français de la biodiversité. Le thème de votre échange prend le titre du célèbre ouvrage de la philosophe Vinciane Després, « Habiter en oiseau ». Vous y avez mis un pluriel, ça me rend curieuse. Et vers une écologie relationnelle. Alors là aussi, c'est des termes qui sont intrigants, donc je vais vous laisser prendre la main sur cet échange. Merci Anne-Lise. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être qu'il faut que je dise un peu plus d'où je parle, comme on dit communément. Donc, je m'occupe d'une mission qui s'appelle Mobilisation des citoyens pour la biodiversité. Et dans le cadre de cette mission, je travaille avec, et l'équipe qui travaille avec moi, on est en lien avec les acteurs de la culture parce qu'on s'attache à suivre le cadre logique d'action de l'IPBES. L'IPBES, vous savez, c'est le GIEC de la biodiversité, cette plateforme intergouvernementale qui analyse les états des écosystèmes et de la nature en général, et puis des espèces. L'IPBES dit que les politiques publiques de préservation telles qu'elles sont menées depuis des décennies ne suffisent pas, et elles ne sauraient suffire avec l'avènement de l'anthropocène perceptible et sensible. Alors, il faut les poursuivre, ces politiques publiques, création d'espaces protégés, réglementation pour protéger les espèces ou autres, mais il faut aussi opérer des changements transformateurs. Ça, c'est le terme que nous, on emploie maintenant aussi. Et la définition qu'il donne à changement transformateur, c'est des changements en profondeur, une réorganisation fondamentale et systémique des facteurs économiques, sociaux, technologiques, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de travailler avec le monde de la culture, parce que, en effet, les acteurs de la culture peuvent être des producteurs de nouveaux récits, de nouvelles valeurs, d'éthique environnementale, et orienter peut-être notre mode de vie ou nos modes de vie vers moins de consommation ostentatoire et plus de ce qu'on appelle une vie bonne, de ce que les philosophes grecs appelaient vie bonne, mais ce que Hartmut Rosa aussi appelle vie bonne, c'est-à-dire une vie en résonance qui considère le reste du vivant et les autres humains et les autres qu'humains. Voilà. Donc, comme l'a dit Anne-Lise, on va entamer cette table ronde qui s'appelle « Habiter en oiseau ». Vous avez la ref, comme Anne-Lise vous l'a donné. La ref, c'est issu des travaux de Vinciane Després, notamment son ouvrage « Habiter en oiseau », où elle s'intéresse notamment au merle, mais pas que, au merle qui définit par son chant un territoire. Et on verra avec nos intervenants ici que la référence à Vinciane Després est parfois explicite, notamment avec les deux artistes qui travaillent sur les oiseaux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que ça vaut le coup qu'on fasse connaissance avec l'ensemble des artistes qui sont là. Alors je vais commencer par Nuno Daluz. Vous avez présenté un projet à Coal, au prix Coal qui s'appelle Feral Book Song Listening Rights, ou Rights. Rights. OK. Donc vous êtes artiste, vous êtes chercheur, vous êtes éditeur, vous venez de Lisbonne. Et votre pratique circonscrit à la fois l'auditif, le visuel, sous la forme d'installation, de performance et d'imprimé. Votre travail fondé sur l'écoute attentive en tant que méthodologie et outil éco-sensible, votre pratique oscille entre les écologies et les pédagogies du bruit
et la fabrication des livres par le biais d'un collectif d'éditeurs. Donc Nuno Dalouse. Sacha Ray, vous êtes artiste, plasticien, réalisateur, diplômé des Beaux-Arts de Paris. Vous avez également soutenu un mémoire de recherche sur une méthodologie de travail, la danse documentaire à l'EHESS. Cette méthode cherche à interviewer les souvenirs physiques des participants. Et dans vos films, vous employez les arts performatifs comme un moyen narratologique utilisé avec l'intention de ne pas réveiller la mémoire traumatique des personnes qui témoignent. La musique et la danse permettent alors une forme d'empowerment, d'expérience minoritaire afin de résister à l'objectification des corps. Antoine Béhagel, on dit comme ça, Béhagel, pardon. Alors, vous avez reçu le prix Coal pour votre travail qui s'intitule Devenir photosynthétique, et vous êtes diplômé de l'ENSA, de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, en secteur design et objet, et vous êtes, comme je viens de le dire, prix étudiant Coal 2024. Et au cours d'un échange universitaire en Islande et d'expérience dans le secteur de la scénographie et du design sculptural, vous avez façonné une pratique de designer dans laquelle l'objet devient un prétexte pour composer des univers narratifs qui tissent un lien entre le réel et le virtuel et qui composent des imaginaires alternatifs autour des enjeux environnementaux. Et enfin, Lisa Garnier, vous êtes journaliste, photographe, spécialiste de biodiversité. Vous avez réalisé de nombreuses enquêtes et reportages pour le magazine du Choix et Nature, par exemple. Et vous êtes écologue et naturaliste et vous intéressez à la transversalité des recherches sur la biodiversité et leur diffusion. Et vous êtes auteur de l'ouvrage, son nom m'échappe, Écologie et psychologie positive. Voilà. Donc on va entrer dans le vif du sujet maintenant que vous avez fait connaissance avec nos artistes. Je vais commencer peut-être par Antoine. Antoine, quand on a préparé cette table ronde, je vous ai demandé si vous étiez à l'aise avec le fait de nous parler de ce qui vous avait amené à devenir artiste et un peu artiste, designer, écologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours ? Tout d'abord, bonjour à tous. Oui, donc pour répondre à votre question, c'est vrai que je pense que ce qui m'a motivé à devenir artiste, et plus particulièrement artiste engagé sur des sujets d'écologie, je pense que ça vient de mes expériences de nature en tant qu'enfant, parce que j'ai grandi en Bretagne, et j'ai eu pas mal d'expériences de nature, non seulement en lien avec le milieu marin, parce que je passais pas mal de temps à naviguer avec mon père sur la mer. Et j'ai pu par exemple observer un bloom de phytoplancton bioluminescent en pleine action. Et je pense que c'est pas mal d'expériences que j'ai assimilées de manière complètement naïve, une forme d'émerveillement très primaire envers le vivant, que j'ai pas forcément retrouvé plus tard quand je me suis confronté au contexte scientifique ou lorsqu'on écoute les actualités et tout ce qui se passe au niveau du militantisme. Et je trouvais qu'en tant qu'artiste, on avait un rôle à jouer à ce niveau-là, et que moi, en tant qu'artiste, je pouvais initier en fait ces émotions de nature à travers mon travail, au travers plein d'outils de sensibilité qui sont propres en fait à l'artiste. Et finalement, je pense que je me retrouve pas mal dans la figure médiévale du bouffon, par exemple, qui va, lui, avec toute une forme d'artifice, de spectacle, quelque chose qui, en apparence, est juste divertissant et gratuit, et va finalement semer le trouble dans les consciences et va agir, en fait, sur la société de manière complètement indirecte. Et je trouve que c'est une figure dans laquelle je me retrouve assez bien. Voilà. Et alors, du coup, vous évoquez la figure du bouffon, mais vous considérez-vous comme artiste activiste ? C'est une bonne question. Parce que, en fait, finalement, je pense que j'ai une position un peu ambiguë entre les deux, justement. Parce que, on va dire que j'aime traiter de sujets écologiques, mais je prends une certaine distance vis-à-vis. Je ne vais pas être sur le terrain et avoir un militantisme qui est extrêmement actif, mais plutôt un activisme plutôt passif, où je vais essayer d'initier des émotions, une forme d'émerveillement autour de l'écologie,
qui va amener à l'action par la suite. Mais je préfère utiliser tous les médiums en fait, du spectacle, de la mise en scène, tout ce qui relève de l'effet spéciaux, pour en fait, et de tout le registre de la mise en scène du spectacle, pour parler de choses, rendre visibles des phénomènes biochimiques, plus particulièrement la photosynthèse à travers les phytoplanctons, à travers les macroalgues, etc., pour en fait rendre visible le rôle de ces espèces qui produisent l'air que nous respirons, et initier la conscience d'une communauté des vivants avec qui nous partageons l'atmosphère et dont nous devons prendre soin. Mais voilà, j'ai un peu une position indirecte à ce niveau-là. Donc je suis un peu dans une position ambiguë. Je trouve que la position du coup du bouffon est assez claire à ce niveau-là parce que je suis pas dans une figure, si on peut dire une figure médiévale, je suis pas un chevalier ou un guerrier qui va agir de manière active et combative dans le combat, mais plutôt dans une position de sensibilisation indirecte, mais qui je pense est tout autant importante dans le militantisme, qui doit avoir des sources et être nourri de différentes manières. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être Nuno, pour vous donner la parole maintenant. Vous-même, donc vous avez reçu le prix Coal cette année pour un travail sur les perruches. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venue cette idée et ce que vous allez en faire, parce que c'est un projet qui est en cours de développement. Oui, tout à fait, mais ça vient déjà depuis des années. On va dire que là, par rapport à ce que Antoine vient de dire, et que je pense que c'est très intéressant, c'est vrai que moi-même, je me sens toujours dans une position de témoignage, mais pas vraiment d'une action sur ce type d'environnement avec que je suis et que comment dire, que je suis au fur et à mesure des années, surtout par ma base de travail, que c'est toujours l'enregistrement sonore. Donc c'est de là que je viens, c'est là que j'arrive à l'art contemporain, à travers l'installation, performance, collaboration avec d'autres artistes, les éditions aussi, comme forme de faire communauté. Mais là, ce type de témoignage que je fais, c'est tout à fait très différent de l'image du bouffon. C'est surtout quelque chose de parfois un peu presque... on se prend trop au sérieux. Je dis on en tant que, on va dire, les gens qui font normalement l'enregistrement sonore. Parce que normalement, pour un type de bon enregistrement sonore, il faut qu'on n'est presque pas là. Donc on est, mais nous, on n'est pas. Et ça, c'est une question qui de plus en plus me gênait, au même temps que je commençais à faire de plus en plus des voyages autour du monde, donc à voyager dans des endroits que je ne connaissais pas du tout, en Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Et ça m'a pris un peu de temps pour, on va dire, revenir en Europe. Et quand je reviens en Europe, c'est peut-être 2017-2018. Et je passe beaucoup de temps à voyager dans des différentes villes en Europe et je me rends compte qu'en fait, je suis en train d'écouter des oiseaux que j'étais en train d'écouter quand j'étais en Amérique du Sud. Et donc, quelque chose là, presque ça va pas d'une certaine forme, ou peut-être ça va très bien parce qu'il y a quelque chose là qui a fait que notre environnement sonore a complètement changé en Europe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un peu par là que je suis rentré dans le thème des perruches, mais en fait, je vais dire, c'est presque des collaborateurs pas actifs du tout. En fait, je chope un peu de ces formes d'être et les formes de résistance dans des villes européennes pour me dire comment est-ce que je peux encore utiliser le son d'une forme que nous fait vraiment, encore une fois, faire penser, faire avoir un type de pensée réflexive sur où on est et comment est-ce qu'on est là. Donc un peu comme cette figure du bouffon qui, par normalement comment on dit en français, satire, l'ironie, le sarcasme peut faire vraiment quelque chose bouger. Donc là, j'espère que les perruches peuvent nous aider à faire ça pour qu'on se rende compte que là, s'il y a beaucoup plus de perruches qu'il y avait il y a 10 ans, 20 ans en Europe, c'est pas qu'ils n'étaient pas là, c'était pas qu'ils étaient pas nombreux comme ils sont aujourd'hui. Et ça veut dire que quelque chose a changé vraiment. Et ça, c'est très important de regarder. Et le travail que vous allez réaliser, vous pouvez nous dire à quoi ça ressemblera? Oui, là, aujourd'hui? À partir de celui pour lequel vous avez reçu le prix?
Bon, non, je veux dire que là, ça va dans une autre direction complètement différente parce que là, l'espace que va me recevoir, donc le prix que j'ai reçu, c'est un partenariat avec un espace de projet à Athènes, mais qui mène un projet de recherche maintenant dans une lagune à l'ouest de la Grèce. C'est une zone humide assez, bon, une zone protégée, parc naturel, mais aussi une zone pour beaucoup de tensions entre l'industrie, l'infrastructure de l'État grec en tant que de terraforming, donc de changer le paysage à travers des projets grands d'aménagement de la mer et des possibilités des inondations de cette zone basse, qui bien sûr est en train de changer la composition de la biodiversité dans cet endroit-là. Et donc ils sont plutôt intéressés à ça. Mais en fait, pour le début, c'est vrai que j'étais en contact avec eux par rapport à les Pérouges qui sont à Athènes. Mais alors, dites-moi, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que le fer Albouk? Ah ouais, ok. Donc, on est là, bon, je veux dire, je suis les Pérouges depuis un certain temps et j'ai commencé à essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser un peu leur capacité presque de faire face à un environnement sonore assez bruyant. Ils sont aussi assez bruyants. Ils chantent très fort. Et peut-être ça nous pouvait peut-être aider à changer un peu notre rapport à notre environnement plus proche de forme acoustique, mais aussi d'une forme plus active. Normalement aussi plus active que ce que normalement je fais en tant qu'enregistreur de son. Et là, je commence à inviter de plus en plus des gens à faire des ateliers ou des workshops où on utilise un peu des méthodes des chants des Pérouges pour arriver à avoir une pratique collective qui nous permet d'utiliser nos voix et nos corps pour en fait réoccuper cet espace, on va dire nous resituer dans cet espace commun urbain et aussi faire quand même attention à tous les autres êtres et entités qui cohabitent avec nous dans cet espace. Ça veut dire que vous inspirez du chant des Perruches pour composer des chants humains, c'est ça? Oui, ouais, de certaines formes. Là, alors, ce qui m'intéresse dans le cas des Perruches, c'est pas qu'ils sont, on va dire, c'est pas leur chant en soi, mais c'est surtout presque la proposition qu'ils ont par rapport à comment ils ont survécu à des vraies problématiques, on va dire, presque, non, de comment est-ce qu'on ont fait leur adaptation, acclimatisation, dans les cas des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec leurs habitats endémiques. Et donc, comment est-ce qu'ils ont aussi rapporté leur forme d'être en commun, ou en communauté, de faire communauté, pour nous aider à faire peut-être des nouvelles communautés entre nous-mêmes, humains. C'est clair? Enfin, je crois. Mais peut-être qu'il y aura des questions d'approfondissement tout à l'heure. Sacha, prenez un micro. Alors vous êtes intéressé aux flamants roses. Alors je vais mettre sur les flamants roses. Voilà, on y est. Et j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez à la façon dont les flamants roses s'organisaient et que d'une certaine manière ça pourrait être une forme d'inspiration où on pourrait comparer la façon dont s'organisent certains groupes d'humains. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là, sur ce travail-là? Moi, ce qui m'intéressait chez les flamants roses, c'est que quand je les ai observés pour la première fois, c'était qu'ils s'engueulaient et qu'ils restaient ensemble. Et du coup, par rapport à des questions de communauté queer ou militante, et que moi, le parallèle que je fais dans mon projet documentaire, c'est je filme des personnes trans et militantes, et que je vois aussi que du coup, il y a des questions de conflit en jeu. Qui est aussi propre au collectif. Et en même temps que les personnes trans, pour survivre, il y a beaucoup d'entraide. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 20 novembre et c'est le Tidor, et c'est le jour du souvenir, des personnes trans par rapport à une question de commémoration des personnes trans assassinées et suicidées, parce que du coup, il y a beaucoup un taux de mortalité qui est quand même très élevé. Et donc, du coup... pardon, je me perds.
La façon dont se comportent entre eux les flamants roses. Les flamants roses, ouais. Du coup, je m'étais dit, si je m'intéresse, si j'étudie les flamants roses, peut-être que ça pourrait me faire comprendre des choses sur comment on peut questionner les comportements humains, et pas que celui des personnes trans. Et après, il y a des parallèles aussi par rapport au fait que les flamants roses font des parades non genrées. Tous les deux parents produisent du lait de jabot, ils nourrissent les petits et aussi ils s'organisent en système de crèche. Et du coup, c'est aussi, du coup, pour des points de vue féministes et transféministes, où je vois des systèmes de parenté assez similaires chez les personnes queer. Et alors, il y a quelque chose que j'ai découvert en lisant votre travail, j'ai découvert aussi que vous évoquiez l'intention d'un activisme dans le plaisir et l'adelphité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? L'adelphité, c'est par exemple employer le mot fraternité ou sororité, mais sans la genrer. Donc c'est pour inclure toutes les personnes sans les genrer ou en incluant tout le monde. Et le pleasure activism, c'est un concept de Adrienne Maree Brown, qui est une théoricienne africaine états-unienne, qui du coup parle du fait que les personnes minorisées doivent se réapproprier le droit au plaisir, et aussi la question de, pour lutter, après ça c'est peut-être plus mon interprétation, mais comment pour lutter il faut se faire du bien et être heureux, parce qu'en fait moi j'ai l'impression que j'ai souvent perçu un imaginaire de la lutte doit être dans la souffrance, dans la violence, et qu'en fait pour durer dans le temps on a plutôt intérêt à être heureux et se faire du bien sans un truc non plus méga individualiste, mais ouais, voilà. Ouais, et peut-être alors en tirant le fil de votre projet là sur les films qui émergeront, vous parlez aussi j'ai noté une phrase de Malcolm Ferdinand que vous citez: comment faire monde entre humains et non humains, et vous m'expliquiez que les zones humides étaient très menacées, alors évidemment qu'elles menaçaient les humains, mais qu'elles menaçaient encore plus les flamants roses. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voulez traduire ça dans vos documentaires ou dans vos films? Alors, moi, c'était plus du coup de l'idée de ce film. Donc là, en attendant, je filme des personnes qui font partie de collectifs transféministes à Barcelone, et après, l'idée, c'est de les emmener à la rencontre de flamants roses dans le delta de l'Èbre, et après, j'espère continuer ce projet dans d'autres villes en Espagne, et dans d'autres villes et aussi d'autres zones humides en Espagne, parce qu'il y a plusieurs territoires. Et il y a aussi cette idée pour moi aussi de conscientiser, parce que c'est des questions que moi je n'avais pas conscience avant de m'intéresser aux flamants roses, et que du coup en fait aussi de se donner le droit en tant que personne trans d'aller dans des espaces qui peuvent nous paraître hostiles, ou où on peut avoir des préjugés, et qui peuvent souvent dans les grandes villes il y a plus des communautés, donc on peut être en groupe et donc du coup avoir plus de facilité à être à l'aise, alors qu'en fait les personnes que j'ai filmées, notamment Cal le dit, parce qu'en fait on a fait une projection dans une salle des fêtes d'un des villages, et du film en cours, et en fait en 5 jours elles ont eu une agression verbale, et elles étaient là genre mais en fait nous à Barcelone ça arrive jamais, ça c'est genre en permanence et tout, donc en fait ça a déconstruit le préjugé qu'elles avaient sur les zones rurales. Et que du coup, moi, ce film, ça aussi, mon intérêt, c'est de aussi comment on peut s'intéresser aux zones rurales et déconstruire les préjugés qu'on peut en avoir, et de dévaloriser d'une certaine manière notre connexion à l'urbain, et un peu ce mode de domination de nos modes de vie, mais aussi, je sais pas comment dire. C'est très clair. Je pense qu'il y aura peut-être aussi des questions avec la salle pour éclaircir ce que certains n'auraient pas compris. Je vais passer à Lisa Garnier. Donc, Lisa, vous n'êtes pas artiste, mais vous avez ce souci de nature et de relation aux autres vivants, y compris les humains, comme nos 3 artistes là.
Et d'une certaine manière, vous êtes aussi une créatrice, puisque vous avez, alors vous écrivez des livres, et puis aussi vous êtes la créatrice de ce dispositif de sciences participatives qui s'appelle Bird Lab. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur donc ce volet créatif de votre activité? Oui. Je voudrais juste d'abord rebondir un peu sur un historique, parce que tu as parlé de l'IPBES. Et en réalité, j'ai l'impression d'être un peu ancienne, parce que moi, j'ai eu ma thèse d'écologue en l'an 2000. En 2005, il y avait un très gros document qui est sorti, qui était sur les services écosystémiques, donc comment, en fait, la nature nous rend service. Et il y avait notamment la question de bien-être dans ces services écosystémiques. Et à l'époque, j'étais journaliste et je m'interrogeais vraiment sur cette question du bien-être en lien avec le vivant. Et puis, bon an, mal an, j'ai travaillé en 2011 pour le ministère. Je m'occupais d'un comité scientifique pour le ministre, et on devait justement écrire un document sur les services rendus, fournis par les écosystèmes. Et je me triturais l'esprit pour savoir comment on allait bâtir ce document. Et je leur disais, mais en fait, on est des humains. Je veux dire, quand on est tout nu, on a besoin de tout un tas de choses. Et là, a commencé à m'apparaître la sensibilité, en fait. Comment on pouvait toucher... parce que pendant tout ce temps-là, en fait... faut reprendre le film et Libération, il n'y avait pas un article sur la biodiversité, où la biodiversité c'était vraiment une fois de temps en temps pour dire disparition d'un telle espèce, mais c'était tout en fait, il y avait rien. Donc au fil des ans, au cours de mon expérience en fait, comment arriver à ce que les gens se rendent compte qu'il y a une extinction du vivant, et comment on prend en compte cette extinction. Donc là, je suis très heureuse d'entendre les artistes travailler sur ces sujets et justement prendre corps avec le vivant. Et pour en revenir à Bird Lab, donc à l'époque, je travaillais pour le Muséum national d'histoire naturelle. Et donc Vinciane Després a travaillé sur les territoires des oiseaux et les expérimentations des scientifiques pour comprendre comment s'agencent les communautés d'oiseaux. Eh bien, cette expérience en était une. C'était de mettre 2 mangeoires dans son jardin avec le même type de graines, et d'observer les oiseaux venir, quel type d'oiseaux venaient sur les mangeoires. Pour cela, on a développé un outil numérique qui est finalement comme un jeu virtuel, puisque on a les 2 mangeoires représentés avec plein de petits pictos avec les différentes espèces. Et en fait, quand on voit un oiseau venir sur la mangeoire, on doit bouger son doigt et déplacer l'espèce. Voilà, ça, c'est des parties qui durent 5 minutes. Donc c'est à la fois du réel, puisqu'on observe le vivant, et à la fois c'est virtuel, puisqu'on donne ces données. Et en interviewant, parce que je m'occupais à l'époque du blog de Viginature, donc je rendais compte en fait aux citoyens participants et donc qui sont bénévoles. J'avais cette femme qui m'avait écrit, qui m'avait dit mais maintenant les oiseaux, j'ai une relation avec eux, je sais qu'ils sont là avec moi, et c'était intéressant parce que finalement on est quand même derrière sa fenêtre, hein. Moi je joue depuis 11 ans, hein. J'ai mes mangeoires, et tous les ans là je suis prête à jouer, et donc on observe les oiseaux, on commence à mieux comprendre leur caractère, parce qu'ils sont tous, les espèces sont différentes. Il y a aussi des individualités. Il y avait cette femelle pinson qui refusait vraiment de venir sur la mangeoire, qui venait toujours à côté, mais par contre une autre femelle venait. Voilà, il y a ces individualités, et donc finalement on apprend à prendre relation
avec le vivant via cette application. Voilà, j'ai répondu à la question. Et donc ton livre Psychologie positive et écologie enquête sur nos relations émotionnelles de nature. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie et qu'est-ce que tu cherchais à explorer avec ce travail? Alors, ça fait tout à fait lien avec aussi ce qui vient d'être dit. Donc, comme je travaillais avec ces participants bénévoles qui montraient tout leur bonheur à observer le vivant. Donc ça, ils le partageaient. C'était par des témoignages. Seulement aussi, j'étais quand même dans un laboratoire scientifique et des études ont étudié finalement les conséquences de cette observation du vivant. Et une des conséquences, notamment, il y a un observatoire des papillons. Donc l'observatoire des papillons, c'est vous avez dans votre jardin, vous observez un papillon, vous envoyez vos données, vous devez reconnaître l'espèce de papillon. Et comme ça, toute l'année, vous transmettez vos données aux chercheurs. Et en fait, les chercheurs ont pu montrer que, à force de nommer les papillons, eh bien, les pratiques de jardinage devenaient aussi. Donc il y avait une transformation quand même de l'être et de la pratique sur le jardin, sur les méthodes de jardinage, beaucoup plus bénéfiques aux vivants et notamment aux papillons. Parce que quand on commence à voir, on voit un papillon, on ne connaît pas son nom, après il devient le citron, il devient la pierrite du chou. Mais j'ai vu un pan du jour. Voilà, on est dans une communauté et on a envie de les voir, ces papillons. Donc finalement, on va aménager son jardin de telle manière à pouvoir observer les papillons. Et c'est un petit peu la même chose aussi vis-à-vis des oiseaux. Alors, il y a certaines personnes dans Bird Lab qui ont des perruches qui viennent sur leur... Mais là, je m'éloigne un peu, parce que du coup, l'idée, c'est d'arriver aux émotions positives. Et donc, j'avais aussi fait une formation en ligne avec Berkeley sur la psychologie. Et donc, l'ensemble de nos émotions donc positives vis-à-vis du vivant. Donc, c'est ce que j'ai écrit, en fait, dans l'ouvrage. Donc, je pourrais en parler un peu plus après. Mais l'idée, c'était de mieux... parce qu'on a toujours tendance à voir ce qui va mal, et donc à réparer. On souhaite réparer. Et il y a des chercheurs en psychologie qui cherchent à savoir qu'est-ce qui nous rend heureux et est-ce qu'on peut utiliser finalement les personnes qui sont plus heureux que la moyenne pour finalement faciliter la vie des gens. Donc c'est comme ça que je me suis intéressée aux émotions et que j'ai fait le lien finalement entre l'écologie, la diversité du vivant, comment elle nous permet d'être résilients et comment finalement la diversité des émotions nous rend résilients, nous, en tant qu'humains. Donc finalement, voilà, c'était ces relations, en fait, des relations intra-espèces, comment nos bonnes relations en tant qu'humains nous rendent heureux, mais comment on peut étendre ce fonctionnement de relations entre humains avec les non-humains. Oui, je crois que c'est un peu ce que dit d'ailleurs Vinciane Després dans son livre Habiter en oiseau. Je crois qu'il nous reste moins de 10 minutes. Je ne m'ai pas fait de signe, mais je me dis que peut-être c'est le moment des questions. Est-ce que dans la salle, il y a des questions ? Là-haut. Moi, je suis intéressée par le dispositif de communication interespèces avec les flamants roses. Quelle est votre question alors ? Si Sacha veut parler un peu plus alors, de comment ça s'élabore et se conçoit. Moi, j'ai pas du tout
moi, j'ai pas travaillé sur la communication, enfin, dans le sens, leur manière de communiquer verbalement, quoi. Enfin, le chant, pardon, oui. Mais après, non, les flamants roses, je sais pas si on peut dire s'ils chantent. Parce que justement, c'est pas des oiseaux chanteurs, il me semble. C'est toi qui les as je sais pas, étudiés, hein. mais par contre, moi, je me suis plutôt intéressé à la question du point de vue, où bah, là, c'est pas présenté dans cette installation vidéo, mais je travaille sur comment essayer de retranscrire le point de vue vraiment visuel d'un flamant rose. Et donc, du coup, parce que je me suis dit... Alors, ce qui est un peu... parce que je me suis dit, si j'arrive à voir d'une certaine manière, de manière spéculative, comment ils voient, bah, déjà, je pourrais comprendre quelque chose qui pourrait aussi me faire un parallèle aussi avec la question de perception minoritaire. Et donc, en tant que personne trans, on a une manière de percevoir qui est différente. Sauf qu'en fait, c'est pas une question physiologique, dans le sens, c'est pas mes yeux qui ont changé. Ou qui, du coup, c'est un peu ça le truc qui est un peu compliqué avec les flamants roses, et que Vinciane Després, justement, dans son livre Ethnopsychologie des émotions, je crois, parle de la question de version et de vision, et que en fait, du coup, elle parle du fait que des versions qui coexistent, et du coup, moi, dans ce film, c'est plutôt l'idée de faire des rencontres et de faire des versions qui coexistent, donc des personnes militantes d'espaces urbains, des personnes militantes écologistes d'espaces ruraux et qui travaillent en lien avec les flamants roses et les zones humides. Et après, la question de point de vue, je vais quand même continuer à travailler, mais en attendant, j'ai utilisé des dispositifs, mais il n'y a pas les images, parce que du coup, moi, je les trouve pas belles, et que j'avoue que je suis artiste et que du coup, j'ai envie de trouver mes images belles. Mais du coup, en gros, je sais pas, peut-être c'est un peu trop long, mais en gros, j'avais utilisé 3 caméras pour filmer le fait que les flamants roses ont un champ binoculaire qui est plus réduit parce qu'ils ont un gros bec, et qu'en même temps ils ont les yeux sur les côtés, et donc ils ont un champ périphérique plus large. Et après, on avait essayé de rassembler les 3 images en post-prod et de rajouter un bec en 3D. Sauf que selon les modulations qu'on avait fait, ça ressemblait soit à une vulve, soit à un chibre, ce qui n'était pas top de mettre ça sur des images pour filmer des personnes trans, alors que l'idée c'est de pas parler d'organes génitaux. Donc du coup, on a oublié cette option. Et après, l'autre test, c'est avec une GoPro qui est sur un bras moteur qui tourne de gauche à droite. Et donc ça, c'est juste la qualité de l'image qui est pas top. Mais du coup, la question du bras moteur, du coup, c'est déjà plus intéressant parce que ça fait parler plus une partie du corps, et que ça se concentre pas que sur les yeux. Et après, j'ai fait un autre test avec... d'autres trucs, mais pareil, c'était plus des qualités d'image que j'aimais pas trop. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ça vous va la réponse, madame? Ou monsieur, je ne vois pas dans le noir. La réponse de Sacha, ça vous... Oui, merci beaucoup. En fait, c'était un petit peu une provocation. Ah bon? Et vous avez répondu à la question. C'est vrai que entre les perruches et les flamants roses, on a d'un côté des espèces qu'on voit seulement dans certains écosystèmes, et d'autres qui vont un peu partout. Et je trouve ça intéressant de faire ce parallèle. Dans cette table ronde, elle n'a pas été faite par le modérateur, mais ça peut faire des ponts aussi. Multicolores. Vous l'avez fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant. Je rebondis sur la première question où on vous posait la question d'être... Est-ce que vous étiez des artistes activistes? Finalement, moi, j'en ai conclu que vous étiez des artistes qui éveillaient, qui alarmaient. Peut-être que je n'utilise pas les bons mots. Et je vous aurais bien laissé repréciser finalement votre intention. S'il y a une intention, enfin, il y en a certainement une, mais voilà. Ouais, je peux, parce que oui, c'est une question qui revient tout le temps. Là, par rapport, même si je vais parler d'un milieu qui est assez spécifique, oui, je n'aime pas trop l'idée qu'on est là pour alarmer, surtout parce que, bon, il y a une partie du monde on va dire, de la écologie acoustique, ou même de la
bioacoustiques qui sont plutôt en train de faire ça, mais ça me rappelle trop ce que les GIEC dans le NUE est en train de faire aussi, que c'est le IPCC, que c'est toujours de dire que la maison est en feu, et la maison est en feu, et la maison est en feu, et la maison est en feu, mais rien ne change. Donc plutôt que ça, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'entendre, de comprendre comment cette position qu'on sait que la maison est en feu ne peut non seulement, bon, parce que la gamme, l'amplitude de l'action est tellement grande que c'est pas ça. Mais est-ce qu'à notre échelle personnelle, interpersonnelle, communautaire, est-ce qu'on peut commencer à faire corps avec quelque chose pour survivre à ce qui est en train d'arriver? Et donc, est-ce que de nos moyens, on peut juste changer quelque chose qui fait que la chute de la biodiversité est quand même quelque chose qu'on apprend à vivre avec, parce que ça se va passer jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on arrive à survivre à ça et à faire quelque chose après tout ça? Donc, est-ce qu'on va ou non élargir le champ de l'imaginaire du possible? C'est surtout ça. Donc, parce que là, je ne sais pas, je viens d'un... Bon, je pense que tout le monde peut-être d'une certaine forme, je ne veux pas généraliser trop, mais on vient d'une réalité, au moins non, macro-politique, assez compliquée, pour utiliser un euphémisme. Et ce qui me paraît un peu comme... Bon, en fait, oui, on sait que ça va être horrible, ouais. Mais peut-être là qu'on le sait d'une certaine forme assez claire, réaliste, presque trop dur, peut-être ça nous met dans un état où on peut finalement faire face à ça et de décider comment survivre, parce que c'est ce que beaucoup de communautés qui sont déjà dedans le trouble et le problème sont en train de faire. Donc, bon, peut-être Sacha, tu sais beaucoup mieux ça, dans les communautés queer et trans, comment c'est déjà de faire face à un monde qui est toujours en train de s'effondrer d'une certaine forme et de le reconstruire presque tous les jours. Et bon, je vais dire juste un petit truc, juste peut-être pour fermer ça. Là, ce que on va dire, où j'ai commencé à comprendre un peu mieux, je pense, où je voudrais au moins me positionner et comment quand même continuer à utiliser les mêmes techniques, les mêmes outils que j'utilisais avant, mais d'une forme que je pense que, oui, quand même, ça commence à faire face à quelque chose. Parce que ça va dans l'ordre d'un type de presque espoir radical qui en même temps est très sceptique, et en même temps, c'est comme je ne peux pas m'échapper du fait que je crois qu'on va arriver à quelque chose d'autre. Donc il y a un processus de mutation, de métamorphose qui va se passer. Bon, avec tout ce que peut quand même venir. Et j'étais à 2016, et après je suis revenu beaucoup de fois à la zone d'exclusion de Fukushima, où les gens étaient en train de revenir à ce moment-là. Donc la zone d'exclusion était, on va dire, une partie de la zone d'exclusion était en train d'être décontaminée, et les gens pouvaient revenir à leur maison, ou reconstruire leur maison. Et beaucoup de gens le faisaient, même en sachant que ça le met en péril de mourir d'un cancer dans certaines années, donc 10, 20, 30. Et il y a une espèce de forme de... Je ne veux pas utiliser le mot résilience, parce que je pense que ce n'est pas ça non plus, mais c'est comme si c'est un processus qu'il faut faire corps avec. On ne peut pas l'échapper. On peut rester à Tokyo, et quand même, ça va nous arriver. Et donc, ouais, on va revenir à la maison. Merci beaucoup. On va s'arrêter là, Thomas. On s'arrête là, ouais. Ok. Merci à vous. Merci. Tu peux le donner à Jessica.
on va enchaîner avec une prochaine table ronde, le temps que les intervenants se mettent en place. Et on démarre.